Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus à El Jezreel, l'endroit où se trouvait le palais du roi Achab et de Jézabel. Nous allons marcher ensemble à travers ce lieu, découvrir son histoire et son archéologie et terminer la journée dans la vigne de Naboth, le lieu de la fin terrible et méritée de Jézabel. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Achab devient roi d'Israël en 873 avant Jésus-Christ et il fut l'un des rois les plus célèbres, mais pas à cause de ses constructions ou de ses conquêtes, mais plutôt à cause de son épouse et de son idolâtrie. Lui, avec Jézabel, a introduit le culte de Baal dans le nord d'Israël et ils ont persécuté et tué les prophètes de Dieu. Et ce couple infâme a vécu une partie de son règne ici, dans la ville biblique de Jezreel. Achab était roi de tout le royaume d'Israël. Il y avait des dizaines de villes sur son territoire. Alors pourquoi lui et sa dynastie choisissent-ils précisément Jezreel pour en faire la seconde capitale? Un endroit pour y avoir un palais? Il y a plusieurs raisons. D'abord, avoir toujours un second palais est un avantage stratégique, car si Samarie, qui était la véritable capitale, était menacée, il avait un endroit connu où il pouvait se réfugier. Et il choisit cet endroit parce que nous sommes à côté de la vallée de Jezreel, l'un des endroits les plus fertiles de tout Israël. Ainsi, il pouvait ici suivre de près l'agriculture, ce qui était fondamental pour les impôts, mais aussi pour la survie, pour littéralement voir que son peuple avait assez de nourriture pour manger. Et aussi, spécifiquement dans la vallée de Jezreel, il choisit tel Jezreel parce que nous sommes sur une colline qui offre une vue à 360 degrés. Ici, peu importe où tu regardes, tu peux voir les ennemis arriver de loin et c'est pourquoi, stratégiquement et militairement parlant, cet endroit est très spécial. Et maintenant, je veux lire avec vous le passage biblique le plus important qui s'est passé ici dans cette ville. Quelque temps plus tard, il y eut un incident avec une vigne qui appartenait à Naboth de Jezreel. La vigne se trouvait à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab avait dit à Naboth: « Donne-moi ta vigne pour que je puisse en faire un potager puisqu'elle est à côté de mon palais. En échange, je te donnerai une vigne meilleure ou, si tu préfères, je te paierai quel que soit son prix. » Naboth, cependant, répondit: « Que le Seigneur me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Alors Achab rentra chez lui contrarié et irrité. Il se coucha sur son lit, tourna le visage vers le mur et refusa de manger. Jézabel, sa femme, lui dit: « Est-ce ainsi que tu agis en tant que roi d'Israël? Lève-toi et mange, reprends courage, je t'obtiendrai la vigne de Naboth de Jezreel. » Alors elle écrivit des lettres au nom d'Achab, y apposa le sceau royal et les envoya aux autorités et aux notables qui vivaient dans la ville de Naboth. Dans ces lettres, elle écrivit « Déclarez un jour de jeûne et placez Naboth à une place d'honneur au milieu du peuple. Faites asseoir devant lui 2 hommes pervers et qu'ils témoignent qu'il a maudit Dieu et le roi. Emmenez-le dehors et lapidez-le jusqu'à la mort. Ce que Jézabel et son complice Achab ont fait a attiré une grande malédiction sur eux. Aujourd'hui, nous devons chercher où tout cela a commencé dans le palais d'Achab. L'archéologie en Israël s'accompagne souvent d'aventures et aussi de défis physiques.
Pour vous montrer les sites les plus incroyables d'Israël, nous avons déjà gravi des montagnes, nous sommes descendus jusqu'au point le plus bas du monde, nous sommes entrés dans des grottes et aujourd'hui, nous faisons cette randonnée. Franchement, cet endroit où il n'y a pas une seule ombre aujourd'hui commence à devenir chaud. Mais je vous assure que ça va vraiment en valoir la peine. Et en réalité, ça en vaut déjà la peine. Regardez où nous sommes arrivés. Cette construction juste derrière nous est ce que les archéologues pensent être le palais de Jézabel et d'Achab. Nous savons que la capitale se trouvait à Samarie, mais ils avaient ici un deuxième bâtiment principal. Et pourquoi ai-je dit bâtiment? Parce que la Bible ne dit pas qu'ils vivaient dans un palais, mais bien dans un haïkal. Haïkal est un terme hébreu utilisé pour désigner une très grande construction qui peut être un palais, un château ou une grande fortification. Ou même le temple de Jérusalem était parfois appelé Heichal. Donc, lorsque nous disons qu'il y avait un palais ici, n'imaginez pas seulement un palais, imaginez un complexe gigantesque. Et c'est justement cela que les archéologues ont découvert. Quand ils ont fouillé ici, ils ont découvert ce bâtiment colossal, riche, magnifique, ainsi que 4 tours de protection, des murailles que nous allons voir dans un instant, qui ont également été retrouvées. Mais bien sûr, la partie principale est ici, où probablement Jézabel et Achab vivaient pendant une partie de l'année, probablement pendant l'hiver. Alors venez avec moi explorer davantage. Regardez comme c'est fantastique. Nous marchons à l'intérieur des vestiges de ce palais fortifié où Jézabel et Achab vivaient. Et c'est incroyable de penser que les archéologues confirment ici l'histoire biblique. Ce palais a été daté de la période du fer 2B, qui correspond exactement au règne d'Omri et d'Achab. Nous avons fait le tour du bâtiment, de ce grand palais. Ainsi, nous pouvons voir la construction d'un côté. Et de l'autre côté, ce que nous voyons, c'est la muraille. Regardez-la ici, elle est très bien conservée. Donc c'est la muraille qui servait à protéger tout le complexe, mais bien sûr, principalement le palais d'Achab et Jézabel. Ceci est la muraille et beaucoup de gens en passant par ici ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose. Cela ressemble à un complexe de salles, mais c'est bien la muraille de protection. Cependant, c'est un type de muraille différent de ce qui existait dans le monde antique. Cela s'appelle une muraille casemate. Il faisait ainsi. D'un côté, il construisait un mur et de l'autre côté aussi un mur, et entre les deux murs, il y avait un espace vide. Il le divisait avec plusieurs cloisons, créant ainsi un complexe de salles. Ce complexe de salles pouvait être utilisé au quotidien en temps de paix, comme entrepôt, logement, et aussi comme un endroit où les soldats eux-mêmes pouvaient manger, se reposer, dormir. Et si jamais il y avait une guerre ou une attaque imminente, ils prenaient des pierres de toute la région et remplissaient ces salles. Et ainsi, à partir de 2 simples murs, ils pouvaient les remplir et construire rapidement une muraille extrêmement renforcée. Donc, c'était un double usage. En temps de paix, c'était des salles et des entrepôts. Et en temps de guerre, c'était une muraille extrêmement renforcée. On peut voir que ce bâtiment est très différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes à l'intérieur des vestiges d'une église. Que fait une église ici à Jezreel? Jezreel est une ville biblique qui apparaît dans tant de contextes différents. Ce ne sont pas de belles histoires de la Bible, des histoires avec une fin heureuse, mais ce sont des histoires très importantes à étudier et à enseigner, parce que de cette façon, nous apprenons aussi ce que nous ne devons pas faire et aussi la terrible punition que les gens peuvent recevoir pour leurs actes de cruauté, comme Jézabel l'a reçu tout près d'ici.
Juste derrière nous, nous pouvons voir le Kibboutz Jezreel. Il a été fondé en 1948 et porte ce nom à cause de la Jezreel biblique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce kibboutz est dédié à l'agriculture. Et lorsque les archéologues ont commencé à fouiller ici, l'une des choses qu'ils voulaient découvrir concernait l'agriculture biblique, plus précisément la vigne de Naboth. L'une des histoires les plus connues de cet endroit concerne la culture du raisin et la production de jus et de vin. Et c'est pourquoi ils ont demandé aux kibboutz qui pratiquent l'agriculture dans toute la région s'ils avaient testé le sol ici pour voir quel type de plantes étaient les plus adaptées. Et le kibboutz a répondu « Oui, nous avons testé plusieurs endroits du sol pour voir où nous pourrions planter un vignoble et nous avons découvert que toute cette zone ici n'est pas propice à la culture du raisin. » Cependant, l'autre côté de la colline l'est. Nous avons testé et nous avons vu que c'est un sol très bon pour la production de raisins et par conséquent de vin et de vignobles. Cependant, l'espace géographique là-bas n'est pas suffisamment grand pour permettre une production de raisins à grande échelle afin de produire du vin en quantité industrielle comme ils le souhaiteraient. En résumé, ils ont découvert que c'est un endroit extrêmement propice à la culture du raisin, mais qu'on ne peut pas y produire des quantités infinies de raisins. Un terrain limité pour la production de raisins a été trouvé de l'autre côté, et alors, lorsque les archéologues ont fouillé là-bas, qu'ont-ils découvert? Précisément une vigne. La vigne appartenait probablement à Naboth, et maintenant, nous allons la découvrir. Les fouilles menées depuis 2012 ont révélé quelque chose de très différent, on peut le dire ainsi, à cet endroit. On a trouvé ici plus de 100 puits gigantesques, comme celui qui se trouve juste sous nos pieds. Ce sont des puits creusés dans la roche, ayant une forme qui rappelle une ancienne jarre. Et à quoi servaient tous ces endroits souterrains? On pense qu'ils servaient de dépôt. Une partie d'entre eux servait de citerne pour l'eau, d'autres étaient utilisés pour stocker des boissons et de la nourriture. En effet, ici en Israël, une grande partie de l'année, le climat est très chaud. Et justement, nous sommes maintenant à une période chaude de l'année. Nous sentons le soleil au-dessus de nous. Et c'est pourquoi la nourriture se gâtait très rapidement. Alors, ce qu'ils faisaient, c'était creuser ces puits souterrains et y stocker la nourriture, ce qui permettait de la conserver dans un climat beaucoup plus doux pendant de nombreuses années. On pense aussi qu'une partie de ces puits était utilisée pour stocker du vin, des jarres et des jarres de vin. Et cela se relie aussi à l'histoire d'Achab et Jézabel, le roi et la reine, qui percevaient des impôts auprès de leur population. Toute la question est qu'à cette époque, l'utilisation de pièces de monnaie n'était pas quelque chose de courant et de normal dans cette région du monde. Alors, comment les gens payaient-ils leurs impôts? Avec de la nourriture et des boissons, généralement des choses non périssables, du vin, des céréales, des fruits secs. Donc, tout le temps ici au palais, ils recevaient une très grande quantité de nourriture et de boissons à stocker. Et probablement qu'ici se trouvait le trésor des impôts d'Achab et Jézabel, ici à Tel Jezreel. Nous sommes maintenant de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de Tel Jezreel, dans la zone qui, selon le Kibboutz Jezreel, est la zone appropriée pour la culture des raisins. Cependant, on ne s'attend pas à ce que les plantes survivent pendant 2900 ans, qui est l'époque de Naboth, Achab et Jézabel. Cependant, oui, nous avons des preuves archéologiques qu'il y avait ici des vignes, la culture du raisin et la production de jus et de vin. Et justement, quelle meilleure preuve archéologique pouvons-nous avoir que celle-ci, cette fabrique de jus et de vin?
Et maintenant, je veux vous montrer comment il produisait du vin à l'époque de Naboth. Toute cette zone était remplie de vignes, puis ils apportaient les raisins et remplissaient tout cet espace où je me tiens maintenant. Ils faisaient venir plusieurs personnes ici et elles écrasaient les raisins pieds nus. Pourquoi pieds nus? Parce que justement, la semelle de la chaussure, comme elle est dure, pouvait casser les pépins du raisin et rendre tout cela ici amer. Alors ils enlevaient leurs chaussures, les mettaient de côté, se lavaient les pieds, puis ils entraient ici, marchaient sur les raisins et il en sortait un mélange de jus avec les peaux et les pépins. Tout ce mélange s'écoulait par cette rigole et tombait dans cette zone ici où il restait à l'air libre pour fermenter pendant 3 jours. Et nous voyons qu'il y a ici 2 cuves de fermentation, une juste à côté et l'autre un peu plus en arrière. Après ces 3 jours, la famille propriétaire de la vigne revenait ici. Ils filtraient tout ce mélange, c'est-à-dire qu'ils enlevaient tout ce qui n'était pas le jus, ils filtraient, mettaient uniquement le jus dans des jarres et on voit ici qu'il y a des espaces prévus pour que les jarres puissent être placées. La jarre était alors scellée et un processus de seconde fermentation commençait et ainsi, avec cette seconde fermentation, ce jus finissait par devenir du vin alcoolisé. Qu'est-ce que cette vigne a de si spécial? C'était l'héritage de Naboth. Mais qu'est-ce que cela signifie? Regardons encore une fois la vigne. Imaginez un travail autour de nous, une grande quantité de vignes qui devait être grande, déjà avoir de nombreuses années pour produire une grande quantité de raisins. Il fallait entretenir les vignes, il fallait récolter ces raisins, les apporter ici, les fouler aux pieds, faire couler le vin ici, le laisser fermenter, puis le filtrer, le mettre dans des jarres, emmener les jarres pour les vendre. C'était un travail phénoménal d'avoir une industrie de jus et de vin à cette époque. Et c'est pour cela que Naboth ne travaillait pas ici seul, il travaillait à cet endroit avec ses fils, et aussi avant eux, ses parents, ses grands-parents, et après lui aussi les générations suivantes. L'héritage, oui, c'était le terrain, mais c'était aussi le savoir-faire agricole, c'était la subsistance pour lui et sa famille. S'il vendait simplement ce terrain, il mettait en danger son avenir financier et celui de ses descendants. Parce que si vous me donniez cette vigne, je peux vous garantir que je n'aurais pas la moindre idée de comment en faire une grande industrie prospère. Mais le savoir qui était transmis de génération en génération, cet apprentissage faisait aussi partie de l'héritage. En fait, on hérite non seulement des plantes, non seulement du terrain, non seulement de l'usine, mais aussi du savoir sur ce qu'il faut en faire. Et peut-être qu'il pourrait recevoir une autre vigne ailleurs, mais peut-être avec un type de sol différent, avec un climat différent. Peut-être qu'il ne réussirait pas à avoir une vigne prospère ailleurs. Donc, il voulait assurer son avenir et celui de ses propres générations grâce à ses connaissances agricoles et aussi, évidemment, grâce à la terre. Et pour toutes ces raisons, Naboth décide de ne pas vendre sa vigne au roi Achab, ce qui était quelque chose de très courageux. Achab rentre chez lui, il reste là, triste sur son lit, et sa femme Jézabel, le voyant ainsi, lui demande « Pourquoi es-tu si triste ?» Et il lui raconte ce qui s'est passé. Et Jézabel lui dit alors « Ne t'inquiète pas, la vigne sera à toi. » Et alors Jézabel va voir son mari et dit « J'ai obtenu pour toi la vigne de Naboth, elle est à toi. » Et il s'en réjouit et prend pour lui tout ce terrain. Voyez ici quelque chose d'intéressant. Il ne lui demande pas comment elle a obtenu cela. Il reçoit un refus, mais sa femme y parvient.
Il ne se demande pas, ni ne lui demande comment elle avait réussi. Et peut-être parce qu'au fond, il savait déjà que ses méthodes n'étaient pas les bonnes. Et il y a une autre chose que le texte biblique ne nous dit pas, mais à laquelle nous devons réfléchir. Naboth meurt, mais même s'il était mort de cause naturelle, cette vigne n'aurait pas dû revenir au roi. Elle aurait dû rester l'héritage de la famille de Naboth. Et où est la famille de Naboth? Pourquoi n'ont-ils pas reçu cette vigne? Donc, en plus d'avoir tué Naboth, elle a commis au moins un autre crime ou une fraude en volant ce territoire aux héritiers ou en tuant et menaçant sa famille. D'une manière ou d'une autre, elle y parvient en commettant un crime de plus et elle donne ce terrain à Achab. Et quelles conséquences auront-ils à cause de cela? Ils ont été maudits. Le prophète Élie va à la rencontre d'Achab et lui dit ceci. À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang. C'est ça ton sang. Pourquoi t'es-tu vendu pour faire ce que Dieu réprouve? Je vais faire venir le malheur sur toi, je dévorerai tes descendants et j'éliminerai de ta famille tous les hommes en Israël. Et à propos de Jézabel, le Seigneur dit, les chiens dévoreront Jézabel près du mur de Jizréel. Je n'apporterai pas ce malheur pendant ton règne, mais pendant le règne de ton fils. Et comme cela avait été prophétisé, cela arriva d'abord à Achab. Il a été blessé au combat et son sang coule sur son char. Il meurt alors de ses blessures et il a été enterré. Et ce char avec son sang a été emmené à un étang pour être lavé. Et là, les chiens ont léché le sang, accomplissant la prophétie. Ensuite, son fils Akasias devient roi, mais il meurt après seulement 2 ans. Et puis, son autre fils Joram monte au pouvoir et il règne avec sa mère, Jézabel. Mais leur règne était aussi compté. Comment cela se passe-t-il? Le prophète Élisée oint un homme appelé Jéhu pour devenir le prochain roi d'Israël et mettre fin à Joram et à toute sa famille. Et alors Jéhu vient à la rencontre de Joram ici, dans la région de Jizréel. Et voyez comme il n'y a pas de coïncidence. Parmi tous les endroits où ils pouvaient se rencontrer, leur rencontre a finalement eu lieu ici, sur le terrain de Naboth. Et il y a une conversation entre les deux. Et quand Joram, le fils de Jézabel, comprend où il se trouve et ce qui se passe, il décide de tourner le dos et de s'enfuir. Et quand il commence à s'enfuir, il reçoit une flèche entre les épaules. Une flèche dans le dos qui atteint son cœur. Alors il meurt ici, accomplissant la prophétie qu'Élie avait faite quelques années auparavant. Et quel a été le destin de la terrible Jézabel? Jéhu va aussi la voir, mais où était-elle? Là-haut, dans le palais? Il est même écrit qu'elle s'était maquillée, qu'elle s'était faite belle. Même en risquant sa vie, même avec une rébellion en cours, on voit que ses priorités sont pour le moins étranges. Et Jéhu arrive vers elle, mais Jéhu était à l'extérieur des murailles, elle était en haut d'une tour et il ne pouvait pas l'atteindre. Mais Jéhu n'en avait pas besoin. Il regarde les eunuques, les personnes qui étaient avec elle, et il dit, « Vous êtes avec elle ou avec moi ?» Alors Jéhu a ordonné, « Jetez cette femme en bas. » Ils l'ont jetée et son sang a éclaboussé le mur et les chevaux et Jéhu lui a roulé dessus. Et alors elle tombe vers sa mort, elle termine ses jours trahis, seule. Et cela a beaucoup de sens.
car tout le mal qu'elle avait fait au fil des années, Dieu le voyait et les gens autour d'elle aussi. Et c'est pourquoi, à la première occasion qu'ils ont eue, ils l'ont littéralement jetée par la fenêtre. Une mort vraiment terrible et solitaire. Et son corps, qu'est-ce qui s'est passé? Jéhu, même s'il n'aimait pas du tout Jézabel, comprend qu'elle a été la reine en pratique et qu'elle devrait être honorée et enterrée de manière appropriée. Cependant, cela n'a pas été possible, car entre le moment où elle a été jetée par la fenêtre et celui où ils sont venus chercher le corps, plusieurs heures se sont écoulées. Et les animaux sauvages sont venus et ont mangé ses restes. Et c'est pour cela que ces restes ont été dispersés dans toute cette zone, y compris ici sur le terrain de Naboth, accomplissant la malédiction qu'elle avait reçue pour ce qu'elle avait fait à Naboth, accomplissant ainsi la parole du Seigneur annoncée par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Tishbite. Sur un terrain à Jizréel, des chiens dévoreront la chair de Jézabel. Ses restes seront dispersés sur un terrain à Jizréel comme du fumier dans les champs, de sorte que personne ne pourra dire « Voici Jézabel ». Et ici, depuis la vigne de Naboth, je veux vous dire au revoir à tous. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de laisser un like et de partager, et on se retrouve la semaine prochaine.